Alors, Halloween s'est bien passé? Super, mais une seule soirée, c'est un peu court, non? Pour prolonger un peu le plaisir et rester dans l'ambiance, je vous propose de venir frissonner encore un peu en ma compagnie en suivant l'un des événements les plus angoissants de cette fin d'année, une saga à vous glacer le sang qui vous tiendra en haleine pendant de longues semaines, voire des mois, et qui devrait être interdit aux moins de 16 ans. Ça vous dit? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Money Radar. Ce soir, je vais vous parler d'une théorie absolument terrifiante, émise par plusieurs sombres prédicateurs de malheur et qui postule que la dette américaine, qui atteint très exactement 32 824 milliards et 770 millions de dollars, ne serait qu'une gigantesque pyramide de Ponzi et qu'elle serait prête à s'effondrer. Un horrible scénario capable de faire dresser les cheveux sur la tête de millions de détenteurs d'obligations d'État américains, les fameuses Treasuries, et il y en a beaucoup. Jusqu'à maintenant, ces victimes innocentes n'ont eu quasiment aucune conscience du danger et les États-Unis ont toujours réussi à financer leurs besoins, mais les choses ont changé. Depuis peu, un nouveau risque est apparu, bien plus discret et bien plus menaçant qu'une éventuelle récession économique, ou même un défaut de paiement pour tous ceux qui oseraient désormais acheter des bons du Trésor américain, le risque politique. Dans ce genre d'histoire, il y a toujours des sceptiques, les confiants qui soutiennent que tout va bien se passer, et puis il y a les autres, ceux qui savent que cette fois, le danger est bien réel, que la pyramide pourrait bien s'effondrer et entraîner l'Amérique dans l'apocalypse. La dette américaine a choisi une trajectoire insoutenable, un scénario bien pire que celui du meilleur film catastrophe parmi tout ce qu'Hollywood a pu produire de meilleur, et ça commence à se voir dans les statistiques. Allez, courage! Attachez votre ceinture, on part prendre des nouvelles des finances de l'oncle Sam et de ses créanciers. Mais avant de lancer la vidéo qui a été validée pour tout public, avant de démarrer, pensez à vous inscrire à notre newsletter hebdo. On vous prépare un dossier spécial sur les meilleurs investissements pour profiter du boom de l'intelligence artificielle. Et bonne nouvelle, c'est 100% gratuit. Alors, rendez-vous en description pour ne pas manquer ça. Oui, parlons d'argent. De beaucoup d'argent, des tonnes d'argent, des tas d'argent, une montagne d'argent. 32 824 milliards de dollars, c'est la valeur boursière des 100 plus grosses sociétés cotées du monde. C'est aussi 150 fois la fortune d'Elon Musk et 6 fois celle de l'oncle Picsou, 14 fois la valeur des 34 000 tonnes d'or qui dorment dans les coffres des banques centrales. Enfin, c'est aussi la plus grosse dette publique du monde et elle n'en finit pas de grandir. Elle est partie de 6 000 milliards de dollars il y a 20 ans, elle a atteint 23 000 milliards en 2019, puis 33 000 milliards en 2023. On n'a jamais vu autant d'argent au même endroit. Enfin, pour être juste, je devrais dire qu'on n'en a jamais vu aussi peu. Si on ajoute la dette des ménages et des entreprises, on dépasse le montant astronomique de 70 000 milliards de dollars. Cette performance est évidemment américaine, le pays où tout est plus grand que partout ailleurs. Les cylindrées, les buildings, les prairies, le prix des études, les portions de frites et la dette. Et si on compare à l'Europe, 448 millions d'habitants pour 13 600 milliards de dettes souveraines dans la zone euro, les 331 millions d'Américains pulvérisent tous les records. Le problème de la dette US, on en parle régulièrement, les occasions ne manquent pas. Chaque fois que le plafond légal est atteint, par exemple, la dernière fois c'était en juin 2023 et l'information affolait encore une fois la planète finance. Pourtant, ce plafond n'a de plafond que le nom. Mis en place dans les années 60 pour mieux contrôler l'évolution de la dette fédérale, il a depuis été relevé des dizaines de fois, près de 80, plus que les 49.3 à l'Assemblée nationale. Chaque fois que les conditions l'ont exigé, toujours à la dernière seconde, histoire de conserver un semblant de suspense et d'assurer le spectacle, mais toujours sans aucune surprise. On parle aussi beaucoup de la dette à chaque nouvelle crise qui oblige le gouvernement à emprunter massivement pour soutenir les entreprises et les ménages, comme en 2008, en 2011, en 2019, en 2020, en 2022 ou à chaque guerre. À défaut de s'engager militairement, comme en Ukraine, 110 milliards depuis le début et encore 43 milliards à venir, ou en Israël, 15 milliards. Financé par le contribuable américain ? Pire, financé par le monde entier. Si le sujet de la dette américaine revient si souvent sur le tapis, c'est que contrairement à la dette japonaise ou à la dette chinoise, elle appartient au monde entier, pas seulement aux Américains, normal qu'on s'y intéresse un peu.
Chaque année, l'État fédéral dépense beaucoup plus qu'il n'encaisse et accumule des déficits qu'il finance grâce à l'emprunt. Par exemple, cette année 2023, le budget, titanesque, on est aux États-Unis, est une nouvelle fois déséquilibré avec d'un côté 4 400 milliards de dollars de recettes, presque le PIB de la France, en face de 6 100 milliards de dépenses, en baisse, mais pas suffisamment. Il en résulte un nouveau déficit que je vous laisse calculer, en hausse de 23% comparé à l'année dernière. Tous ces déficits se sont accumulés année après année pour aboutir à la montagne de dettes avec laquelle les États-Unis et leurs créanciers doivent aujourd'hui négocier, et cela en permanence. Concrètement, pour financer ces déficits, l'État fédéral émet des obligations, les Treasuries. Le fonctionnement est bête comme chou. Quand vous achetez une obligation d'État américain, en réalité, vous prêtez de l'argent à l'oncle Sam qui s'engage à vous rembourser au dollar près à une date fixée à l'avance, 2 ans, 5 ans, 10 ans ou même 30 ans plus tard. Entre-temps, il vous verse chaque année un intérêt calculé sur la base des taux directeurs publiés par la Banque fédérale américaine. L'État accède ainsi à l'ensemble des marchés financiers mondiaux où des millions d'investisseurs aux 4 coins de la planète peuvent choisir d'utiliser leur argent pour financer les besoins américains. En échange, ces investisseurs savent que cet argent est bien placé, il leur apporte des revenus passifs et le remboursement est quasiment garanti car personne ne voit les États-Unis faire faillite et arrêter d'honorer leurs dettes. Ah non, sortez-vous ça de la tête tout de suite, ça n'arrivera jamais. C'est un sentiment général qui a toujours fait consensus. Les Treasuries sont un placement sûr, même aujourd'hui, et c'était pas moi qui le dis, mais ceux dont c'est le métier puisque la dette américaine est toujours notée AAA chez Moody's et AA+ chez Standard & Poor's, et que malgré les menaces, cette notation n'a jamais changé. Jusqu'à maintenant, l'Amérique a financé une partie de son incroyable train de vie grâce aux investisseurs qui lui ont acheté ses obligations, des petits porteurs comme vous et moi, mais aussi de gros détenteurs, des assureurs, des fonds de pension, des municipalités, des entreprises et des banques centrales. Et grâce au statut particulier du dollar sur le marché d'échange, les Treasuries sont certainement le plus beau succès économique qu'on ait vu ces 40 dernières années. À chaque nouvelle émission, les titres s'arrachent aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. En 2019, presque un tiers de la dette américaine est détenue par des étrangers. L'obligation américaine est une sécurité, une valeur refuge pour beaucoup de pays développés, comme pour les économies émergentes, qui y trouvent une source de revenus complémentaires et une protection pour leurs capitaux. Étonnamment, c'est la Chine qui a montré l'exemple. Jusqu'en 2016, les Chinois se sont montrés particulièrement gourmands en obligations fédérales américaines, jusqu'à en détenir pour plus de 1600 milliards de dollars avant de se mettre à les revendre progressivement. Fin 2022, elle détient l'équivalent de 1200 milliards de dollars au coude à coude avec le Japon, un autre grand financier historique des États-Unis. Le reste de la dette appartient à la Fed, à l'État américain lui-même, et enfin aux Américains, particuliers et entreprises. Et tout ça fonctionne comme une mécanique bien huilée qui permet à l'Amérique de subvenir à ses besoins et de parer à toutes les urgences. Mais il arrive parfois que la mécanique se grippe quand, par exemple, les taux directeurs augmentent. Le rendement des anciennes obligations émises à 0,5 ou 1% devient alors moins sexy que celui des nouvelles obligations émises à 3%, ou même qu'un simple livret A à 2%. Même si le capital est toujours garanti au terme de l'obligation, la tentation est grande de revendre ces titres plus tôt pour rechercher un meilleur rendement ailleurs. Quand ça se produit à trop grande échelle et que plus personne ne veut de ces obligations à 0 ou 1%, les prix chutent, c'est le crash obligataire. Tous ceux qui détiennent des obligations de la même tranche sont ruinés, à moins de faire le dos rond et d'attendre la date d'échéance s'ils veulent revoir leur argent. Mais pas de panique, aux États-Unis, il existe plusieurs systèmes de sécurité pour limiter les risques, notamment la Fed, qui est capable d'intervenir pour acheter ces obligations et soutenir les prix. C'est une ficelle souvent utilisée pour renforcer le budget fédéral, et c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait pendant la crise sanitaire. Les grandes institutions financières américaines qui respectent les directives réglementaires doivent aussi détenir un minimum de treasuries dans leur portefeuille en cas de besoin. Elles constituent un vivier d'acheteurs qui fournit une petite marge de manœuvre. Et puis, il y a toujours la solution de dernier recours d'abaisser les taux directeurs pour relancer le marché obligataire. Mais attention, on le sait bien maintenant, ça entraîne de l'inflation. Ainsi, les investisseurs gardent confiance, ils savent que quoi qu'il se passe, il y aura toujours des acheteurs pour les obligations de demain. Et ils savent aussi que les engagements de l'État américain seront toujours honorés. Oui, mais voilà, ici s'arrête la parenthèse enchantée. L'Amérique est une nation jeune et impétueuse, et elle a encore vu trop grand et trop vite. En très peu de temps, elle a accumulé une dette équivalente à 8 années de ressources dans un gouffre vertigineux, un système qui réclame chaque jour d'être un peu plus alimenté que la veille pour continuer à fonctionner. Et ça ne vous rappelle rien ?
en Autriche, à l'Institut économique Moses, on l'a identifié tout de suite. Et il porte un nom qui fait froid dans le dos parce qu'on sait que c'est un mal qui ne laisse aucune chance à une fin heureuse. Le mécanisme de financement de la dette gigantesque des États-Unis est devenu le plus gros système de Ponzi de toute l'histoire de l'humanité. Un schéma de Ponzi est une arnaque financière devenue populaire il y a un siècle environ. Elle consiste à promettre des rendements importants pour attirer les candidats, mais à utiliser l'argent des nouveaux investisseurs pour payer ceux qui sont arrivés les premiers. Pour que ça marche, il faut en permanence recruter de nouveaux clients et tout ralentissement du flux entraîne l'effondrement du système. Évidemment, c'est illégal et c'est considéré partout dans le monde comme une escroquerie. Cette information vous est offerte par le regretté Bernard Madoff. Pourtant, le Moses Institute relève que le financement des États-Unis fonctionne exactement de cette façon, depuis qu'il est devenu évident que le montant emprunté ne sera jamais remboursé et que les nouveaux emprunts souscrits servent principalement à honorer les échéances à venir. Dans les statistiques, ça se traduit par une courbe de croissance de l'endettement qui a dépassé celle de la croissance du PIB et qui signifie que l'Amérique s'endette plus vite qu'elle ne crée de richesse. Dans le monde bancaire, emprunter pour payer les précédents emprunts sans plus de rentabilité, on appelle ça de la cavalerie, qui devient renégociation quand on y a recours par les voies légales, et c'est utilisé pour faire face à des problèmes de trésorerie temporaires. Le problème ici est que le temporaire s'est transformé en permanent, et nous sommes bel et bien dans la situation où les nouveaux acheteurs d'obligations financent une part des échéances dues aux porteurs d'obligations plus anciennes. Et sans compter qu'à chaque fois que l'État américain emprunte, ça a des conséquences. La première, c'est que plus il a besoin d'argent, plus il en crée en émettant des obligations, et le résultat, on le connaît tous, c'est l'inflation. La deuxième, c'est que cette dette a un coût. Si entre 2008 et 2016 et de 2020 à 2022, l'argent ne coûtait pratiquement rien à l'État et aux collectivités américaines avec des taux proches de zéro, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il faut maintenant payer des intérêts qui sont passés à 4,6% en l'espace de 18 mois. Rien que pour 2023, les dépenses d'intérêt nettes aux États-Unis se montent à 659 milliards de dollars, soit 2 fois les recettes de la France. Et on parle de gros intérêts. 1000 milliards à 4,6%, ça fait 46 milliards à sortir chaque année. Il faut s'imaginer ça sur 33 000 milliards et on comprend vite pourquoi le Moses Institute voit le montant de la dette US grimper en 2030 à près de 50 000 milliards de dollars, à mettre en face des 34 000 milliards de PIB estimés. Nous avons là un exemple très concret du rôle des taux directeurs et de leurs effets sur les finances publiques. Et évidemment, depuis qu'elle a mis fin à ses mesures de soutien face à la pandémie et qu'elle s'est avancée dans la bataille contre l'inflation qu'elle a elle-même créée, la Fed tient la dette américaine au creux de ses mains. Chaque nouvelle annonce concernant le niveau des taux est attendue et anticipée, puis scrutée et commentée, car d'autres hausses pourraient sonner le départ de ce crash obligataire. Jusqu'à maintenant, l'Amérique n'a jamais rencontré de problème pour se financer. Heureusement, car dans sa situation actuelle, au moment où je vous parle, les caisses, ou plutôt les comptes, sont vides et ce sont les emprunts qui payent les salaires des fonctionnaires. Mais les choses ont changé. Et justement, le reste du monde commence à prendre conscience de l'importance des montants en jeu et du vent mauvais qui se lève sur les finances américaines. Ce qui a changé, ce sont les rapports de force internationaux qui se sont réorganisés après la succession d'événements tragiques qui ont bouleversé le monde. Les sanctions occidentales contre la Russie ont, semble-t-il, renforcé les liens qui unissent les pays du Sud, BRICS en tête, et qui cherchent une alternative au dollar, toujours numéro 1 au top mondial des monnaies de réserve. Elles ont aussi grandement entamé la confiance des investisseurs, même dans les pays regroupés autour de l'Ukraine, quand les avoirs russes ont été gelés sur ordre de Washington. Si la hausse des taux ne provoque pas de crash, ce nouveau risque politique pourrait bien faire baisser fortement le nombre d'acheteurs de dettes américaines qui s'attendent désormais à dire adieu à leurs capitaux à tout moment en cas de rupture diplomatique, chose impensable il y a encore seulement 2 ans. Mais, souvenez-vous, si on cesse d'alimenter le système, il s'effondre. Qui voudrait acheter de la dette qui ne sert qu'à combler les déficits chroniques ? Quel avenir aurait une telle opération et quel avenir pour le pays qui tomberait dans ce piège ? C'est un peu ce qui a amené Jay Powell, le patron de la Fed, à reconnaître que si le montant de la dette reste gérable, sa trajectoire, elle, est intenable. Et ce qui nous amène, nous, à la question suivante. Malgré les discours rassurants, l'Amérique peut-elle tomber ? Le Liban, l'Argentine, le Venezuela, l'Ukraine, la Russie, le Sri Lanka, le Pakistan et la Mongolie, entre autres, en ont déjà fait l'expérience. Évidemment, on ne peut pas comparer l'économie de la première puissance mondiale avec celle du Pakistan ou de tout autre pays émergent, mais son statut de champion toute catégorie ne la met pas à l'abri pour autant. Les causes et les conséquences seront juste différentes. Et une grosse différence entre une faillite de l'État sri-lankais et une faillite de l'oncle Sam, c'est la taille du cyclone qui causerait cette fois des ravages dans le monde entier. Comme le dit Isaac Newton, tout ce qui monte finit par redescendre. L'Amérique a plusieurs fois frôlé le défaut de paiement au cours de son histoire.
Une première fois juste après son indépendance en 1790, puis le temps de stabiliser le pays tout au long du 19e siècle. En 1933, elle refuse d'honorer des échéances face au Panama, mais il s'agit d'une décision réfléchie, liée à l'évolution des lois américaines et l'apparition de la clause de l'or après la crise de 1929. Et le Panama sera finalement payé 3 ans plus tard. En 1979, les Américains assistent au premier drame qui se joue au Congrès, lié au plafond de la dette qu'il faut relever à 830 milliards de dollars. Pendant que les républicains et les démocrates se disputent sur l'estrade, 120 millions de dollars d'échéances tombent, qui ne sont pas payés. Un accord entre les deux grands partis est finalement trouvé in extremis et les titres sont remboursés avec quelques jours de décalage et les excuses du département du Trésor américain. Un scénario qui va devenir une habitude, qui se reproduit en 1995, puis en 2011 et depuis 5 ans, chaque fois que le plafond est atteint, quel que soit le parti au pouvoir. Mais personne ne veut être responsable d'une catastrophe mondiale et le résultat est toujours le même. Alors ce plafond, tout symbolique qu'il soit, a tendance à augmenter de plus en plus souvent, et de manière plutôt effrayante, comme on peut le voir ici, sans plus aucune relation avec la quantité de richesses réellement créée. Mais tous ces couacs passés ont résulté de limites techniques et ils n'ont pas entamé la confiance des investisseurs. Or aujourd'hui, l'Amérique est sur le fil du rasoir entre inflation, crise obligataire et menace de récession. Et pour déclencher l'apocalypse, il suffirait d'un tout petit détonateur, quelques minuscules points de plus sur les taux directeurs. Si les taux venaient à grimper jusqu'à 6 ou même 7%, ou pourquoi pas 10, soyons fous, pendant un moment, rien ne bougerait en surface pendant que nos acheteurs de secours s'efforceraient d'absorber le choc. Mais en vain. Ils reculeraient, comme le reste des Américains qui n'arrivent déjà plus à boucler leur fin de mois, alors acheter des obligations, ce sera pour plus tard. Le dollar stagnerait un temps, puis baisserait brusquement. Pris de panique, les investisseurs se débarrasseraient de leur dollar en urgence pour d'autres devises et pour se protéger contre les risques de change. Toutes les obligations s'effondreraient et ce serait la débandade sur les marchés boursiers. Tous les porteurs de treasuries prendraient alors vraiment conscience qu'ils ne seront jamais remboursés et que les pays détenteurs de dettes US devront se passer de leur argent. Les entreprises américaines et leurs partenaires devraient alors prendre des mesures d'urgence et les chiffres du chômage ressembleraient probablement aux courbes de la première vague de Covid. Sur le terrain, la vie quotidienne serait bouleversée entre la fermeture des administrations, dont les écoles, et l'arrêt des versements des aides sociales. La consommation et l'investissement seraient mis sur pause. L'administration américaine aurait alors besoin d'une profonde réforme et devrait s'appuyer sur les aides internationales, pendant que la Fed serait obligée d'abaisser à nouveau ses taux. Il en résulterait une nouvelle poussée d'inflation qui dévorerait férocement et sans pitié la valeur de toutes les réserves mondiales en dollars, et les économies les plus fragiles suivraient le même chemin. Ça fait froid dans le dos, non ? Bon, pas d'inquiétude, ça n'arrivera probablement jamais. Heureusement, même si l'inflation américaine est encore supérieure aux normes, la Fed n'envisage pas de nouvelles hausses de taux, mais l'État qui emprunte à tour de bras ne lui facilite pas la tâche. Pendant que les observateurs débattent encore au sujet de la récession, Joe Biden bataille pour son budget 2024 à 6 900 000 milliards de dollars de dépenses et 1 850 milliards de déficit, un déficit encore en hausse, mais qui commencera à se résorber dès 2025. Bon, attention, faut pas rêver, sans jamais revenir au niveau de 2022. La dette américaine devrait ensuite stagner et se maintenir en dessous de 7% du PIB, au moins jusqu'en 2033. Autre espoir, le financement de la première puissance mondiale est un mécanisme complexe qui fait aussi entrer en jeu les grands fonds d'investissement, les banques privées et les institutions internationales qui sans hésiter voleront au secours de Washington en cas de catastrophe. Mais seront-ils assez nombreux pour amortir la chute de l'empire américain et du roi dollar, de plus en plus vulnérable à chaque crise et à la moindre variation de taux ? En auront-ils seulement les moyens ? Ou même la volonté ? C'est une question que je vous pose. Et j'ai hâte de lire ce que vous en pensez, ça se passe dans les commentaires. Et si vous avez envie d'ajouter quelque chose, ne vous privez surtout pas. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Et si c'est le cas, pensez à la partager et à cliquer sur j'aime pour nous le faire savoir. On adore ça. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous et rendez-vous sur notre newsletter pour notre dossier spécial Intelligence artificielle.